bienvenue dans ce nouveau numéro de Pas d'Amalgame. Aujourd'hui, on est en petit comité, toujours avec Robert Feldman qui est là pour la énième semaine, qui nous suit maintenant. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous sommes à Tel Aviv maintenant, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelques invités, en particulier toi. Alors, pour la raison pour laquelle je te fais revenir cette semaine en studio, c'est qu'on a un petit peu parlé ensemble, et il y a une chose que tu ne caches d'ailleurs absolument pas, c'est ton appartenance à la franc-maçonnerie. Et donc ça a bien sûr éveillé depuis au moins une cinquantaine d'années. Au moins 50 ans. Donc on parlera justement un petit peu de ce qui peut se passer en 50 ans dans la franc-maçonnerie. Et bien sûr, comme on parle toujours de complot judéo-maçonnique, j'aurais trouvé ça amusant, intéressant, déjà de mettre à mal ce cliché, de montrer justement ce qui se passe en Israël au niveau de la franc-maçonnerie, savoir si c'est important ou pas comparé à ce qui se passe en Europe ou en France en particulier, et puis aussi des savoir qu'est-ce que c'est qu'une loge, qu'est-ce que c'est que la grande loge, qu'est-ce que c'est que le Grand Orient, qu'est-ce que c'est que le grand architecte, qu'est-ce que sont les degrés, les niveaux, etc. Donc c'est un petit peu pour faire le ménage, dépoussiérer tout cela, et également quelques petites questions justement sur tout ce qui concerne le secret autour de la franc-maçonnerie, savoir si c'est pas quelque chose qui font peut-être un peu contre-productif, justement entretient le fantasme autour de la franc-maçonnerie, ce qui quelque part permet au journal Le Point de faire une sur la franc-maçonnerie tous les 6 mois, 1 an. Donc déjà, comme tu es dedans, un petit peu d'histoire de la franc-maçonnerie. D'où ça vient, comment c'est né, pourquoi est-ce qu'il y a eu la franc-maçonnerie, est-ce qu'il y a déjà une date précise que l'on peut donner pour le début? Alors, je vais d'abord donner la date de la création des 3 premières loges qui se sont créées. Elles ont été créées en Angleterre, à Londres, dans une taverne. Des hommes sont décidés de créer des loges maçonniques. C'était en 1760-70, quelque chose comme ça. Faisons un tout petit flashback en arrière pour comprendre. Tout vient du temple de Salomon. Dans le temple de Salomon, il y avait le roi Hiram de Tyr qui a envoyé à la demande de Salomon un très grand architecte qui s'appelait Hiram aussi. Hiram a organisé la structure et il a organisé les travaux selon un rituel précis. Il y avait des apprentis, des compagnons et des maîtres. À l'époque, les pierres, les édifices, les pierres étaient brutes. Les tailleurs de pierre devaient tailler ces pierres de telle sorte que l'une, par rapport à l'autre, s'emboîte parfaitement, compte tenu des mesures qui ont été prises, comme l'on dit, à frottement doux. Ce que l'on peut voir d'ailleurs encore, ceux qui sont nés en Égypte, on peut voir quelques pierres, c'est rare maintenant, absolument, mais qui sans jointure, sans rien, sont... D'ailleurs on peut le voir également en Amérique du Sud. Exactement, c'est ce que j'allais dire, en Amérique du Sud. Tout à fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme est l'homme. Donc, cette histoire du temple de Salomon, évidemment, a traversé les siècles. Et passons maintenant au Moyen-Âge, en Europe. Le Moyen-Âge est caractérisé par les cathédrales. Là aussi, il y avait des corporations d'apprentis, de compagnons et de maîtres dans tous les métiers. Que ce soit la pierre, que ce soit le bois, que ce soit le cuir, que ce soit le textile, peu importe. Et donc, il y avait ces corporations étaient structurées de manière précise. L'apprenti était sous les ordres du compagnon et le compagnon était sous les ordres du maître. Au bout d'un certain nombre d'années de travail de perfection, le compagnon devenait lui-même un maître maçon. Voilà. Donc, ça, c'est l'origine. Et puis, nous nous acheminons au XVIIIe siècle. Siècle des Lumières, siècle des révolutions intellectuelles en Europe, même des despotes éclairés, comme on les appelait,
qui acceptait que la controverse soit dite dans les journaux, ou dans les cercles, ou dans les tavernes. On l'a vu, par exemple, en Prusse. Oui, absolument. On l'a vu même en Russie. Tout à fait. Avec Catherine II. Absolument. Hein. Et donc, c'est de là que vient la franc-maçonnerie européenne. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, si je comprends bien, en fait, était presque acceptée dans ces cercles-là ou... Elle était très acceptée. Okay. Je vais prendre un petit détail. J'oublie un élément important, c'est l'Écosse. On peut dire que c'est vraiment l'Écosse qui est à l'origine de la création de l'idée maçonnique. Comment c'est arrivé ? Je vais l'expliquer. Les grands aristocrates et les grands bourgeois faisaient des travaux de grande qualité dans leur demeure. Ils avaient donc besoin de maîtres ouvriers qui avaient une connaissance, une technique parfaite. Et ces maîtres ouvriers se réunissaient dans un local, avant de travailler, pour préparer les travaux. Donc les maîtres donnaient les ordres aux compagnons, les compagnons donnaient les ordres aux apprentis, et il y avait tous les outils nécessaires. Le fil à plomb, le compas, le ciseau, enfin, tous les outils nécessaires au travail. Et les donneurs d'ordre, les aristocrates, est-ce que nous pouvons assister à vos travaux en réalité de près ? Oui, bien sûr. Progressivement, le nombre d'aristocrates et de bourgeois ont augmenté dans ces loges préparatives au travail. Et puis, l'idée a germé en disant, dans le fond, nous allons cesser de nous occuper de ce qui est opératif, mais nous allons appliquer ce travail de rigueur du bois, du cuir, de la pierre sur notre cerveau, sur notre cœur, sur notre façon d'être. C'est de là que ça vient. Donc, le rite maçonnique le plus connu est le rite écossais ancien et accepté. Pourquoi ? Qui est un rite français d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque Marie Stuart a été décapitée, l'ensemble des Stuarts ont quitté l'Angleterre et sont venus s'installer en Europe. Et ces gens-là, les premiers, ont créé en France, à Saint-Germain, le premier temple maçonnique, mais ils ont utilisé un rituel, en réalité qui était français, mais pour ne pas oublier l'origine écossaise, on a gardé le nom rite écossais ancien et accepté. Et certaines questions que je vais te poser, je ne sais pas si tu pourras répondre à toutes, parce que je sais qu'il y a des éléments sur lesquels tu me diras ça je peux pas ou ça je peux. On parle donc du temple maçonnique. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce besoin de ce mot temple ? Est-ce que c'était en référence au temple de Salomon ? Toujours. Toujours aujourd'hui. Ok. Et donc ces rituels étaient vus comme purement intellectuels, religieux, les deux ? Pas religieux, purement intellectuel. En loge, là, c'est très simple, on ne parle ni de religion ni de politique. En gros, l'ensemble des outils qui sont utilisés dans la vie opérative, profane, ont été récupérés dans la franc-maçonnerie pour en faire des outils intellectuels. Je vais donner un exemple, et tu vas comprendre, et qui est extrêmement limpide. L'initié, c'est-à-dire le profane qui est initié en loge pour devenir apprenti, on le compare à une pierre brute qu'il doit ciseler et polir toute sa vie. Qu'il soit apprenti, qu'il soit compagnon ou qu'il soit maître maçon, toute sa vie, il aura à effectuer ce travail. Donc, on a utilisé l'ensemble de ces outils opératifs pour en faire des symboles intellectuels, pour s'élever. En finale, on peut dire que l'homme qui rentre en maçonnerie est le temple de Salomon, lui-même. Il y a une référence quand même
Voilà. Mais non religieux, on ne parle pas de religion là. Hein. Il est le temple de Salomon et il doit se construire en permanence. Au moment de la Révolution française, comment est vue la franc-maçonnerie ? Très positivement, hein, puisque on peut dire que au sein des loges, il y avait en majorité des aristocrates, des grands bourgeois et des hommes de l'art qui étaient connus. Alors, à cette époque-là, le franc-maçon était un homme libre. Il fallait qu'il soit un homme libre. Et qui était libre ? Les personnes dont je viens de parler. La femme n'était pas libre, elle était sujette à l'homme. Les enfants n'étaient pas libres. Les esclaves, les serfs n'étaient pas libres. Les handicapés n'étaient pas libres. Les malades, je n'en parle pas. Et les juifs n'étaient pas libres. Il faudra attendre 1792 pour que les juifs intègrent des loges maçonniques. Est-ce que, aujourd'hui, lorsqu'on parle des femmes, les juifs, les handicapés, bon, les enfants, ça c'est autre chose, c'était vu de manière très différente à l'époque? Très différente. Extrêmement différente. Parce que... Est-ce qu'il n'y avait pas déjà à l'époque peut-être l'idée, je pense pas au cas des femmes, qu'elles pouvaient justement être libres, et que ça la dépendait surtout en fait d'un bon vouloir politique et également économique, parce qu'il fallait une liberté économique, je suppose, qui était associée à cela. Est-ce que c'est une question qui s'était posée Non, les femmes étaient totalement exclues. Elles devaient être belles, intrigantes, ou travailler comme des bêtes. Mais voilà, mais la femme n'avait pas du tout sa place dans la franc-maçonnerie, mais pas du tout. Et donc bien sûr aujourd'hui ça a quelque peu évolué, pas totalement d'ailleurs, on en reviendra peut-être. On va y venir. Ce qui s'est passé, c'est que la franc-maçonnerie s'est structurée et elle a évidemment... Alors, on parlait de la Révolution française. Sur les frontispices de tous les temples est noté liberté, égalité, fraternité. Pour les hommes. Uniquement pour les hommes. Hein, on peut dire que on pense que ce triptyque démocratique est issu de la franc-maçonnerie française. Hein, ce sont les francs-maçons qui ont initié ce triptyque de liberté, égalité, fraternité. On va parler un petit peu justement, avant d'avancer, sur la notion de secret au niveau de la franc-maçonnerie. Est-ce que ça a toujours été le cas, cette notion de secret, ou il y a un moment où c'était totalement libre? Ça a été le cas en Europe, parce qu'il faut faire le distinguo entre les églises protestantes et l'église catholique romaine, ou orthodoxe. Le comportement des deux églises est diamétralement opposé. Dans la mesure où des hommes faisaient appel au grand architecte de l'univers, qui à l'époque était Dieu. Ça va évoluer après. Mais au départ, le grand architecte de l'univers, c'est Dieu. On jure sur les évangiles de Jean. Et donc, l'Église ne peut pas accepter que des hommes puissent, disons, travailler à la gloire du grand architecte de l'univers en dehors de l'Église. Donc, les francs-maçons sont excommuniés et pourchassés, entre guillemets, par l'Église. L'Église catholique. L'Église catholique. Orthodoxe ou romaine, peu importe. De comportement totalement différent chez les protestants, puisque chez les protestants, des pasteurs sont francs-maçons. Voilà un petit peu la grande différence. Alors maintenant, le secret. Pardon. On peut comprendre que ceux qui étaient francs-maçons et qui n'étaient pas de très grands aristocrates ne voulaient pas que ça se sache. Donc, tel maçon peut dire, moi, je peux dire que je suis franc-maçon, mais je n'ai pas le droit de dire que mon frère est franc-maçon. C'est à lui de le dire s'il le souhaite. Maintenant... Juste une question de vocabulaire, parce que si j'ai bien compris. Oui. Frère, en fait, c'est lorsque la manière dont... Frère en initiation. C'est-à-dire que nous sommes initiés à un rituel et nous devenons des frères. Voilà. Exactement comme dans les ordres
catholiques, les cisterciens, etc. Ils sont ça vient de là Ça vient de là. Hein, ils sont initiés, donc ils sont frères. Alors, maintenant, progressivement, les hommes politiques français de la Troisième République, socialistes, radicaux-socialistes et centristes, pour la grande majorité d'entre eux, étaient des francs-maçons. Et donc, ils voulaient lutter contre la mainmise de l'Église dans tous les pans de la vie civile française. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans tous les domaines. Donc, ils ont lutté pied à pied pour faire passer des lois pour séparer l'Église de l'État. Ça, c'est une affaire maçonnique. Tous les hommes politiques qui ont été de près ou de loin impliqués dans cette affaire étaient tous des francs-maçons. De la même façon, je vais faire une petite digression, que la loi sur l'avortement, la loi sur la contraception et la liberté sexuelle, ce sont des affaires maçonniques. Ce sont les francs-maçons. Tu parles de ça parce que tu es J'en ai fait partie. Voilà, tu étais gynécologue. Absolument. Hein, donc, voilà un petit peu comme... Ça n'est pas la franc-maçonnerie qui s'implique dans la vie sociale, c'est le franc-maçon. C'est une grande différence. Le franc-maçon doit reporter à l'extérieur ce qu'il a appris en dedans. Et qu'a-t-il appris en dedans? Il a appris à se remettre en question. Il a appris à se demander, est-ce que j'ai raison? Il a appris à se demander, est-ce que ce que je dis, ça tient debout? C'est ça la question. On va juste parler en France, et ensuite on va arriver en Israël, parce que c'est un petit peu ce qui va nous intéresser, comme on est franco-israélien et francophone israélien. Il y a en France, de ce que j'ai vu, deux loges. Deux obédiences, excuse-moi. La Grande Loge et le Grand Orient. Si je caricature. Il y en a beaucoup plus que ça. Tu as d'abord le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, le droit humain et il y en a beaucoup, mais je cite les 5 plus importantes, et la Grande Loge féminine française. Est-ce qu'elles sont un peu en bisbille les unes avec les autres? Non, elles ne sont pas en bisbille. Est-ce qu'elles l'ont été à un moment? Non, elles ne sont pas en bisbille. C'est-à-dire que voilà, le Grand Orient de France, dans l'histoire de la franc-maçonnerie mondiale, a été exclu par la Grande Loge unie d'Angleterre, qui est la mère de toutes les grandes loges. Pourquoi? Parce que dans toutes les grandes loges, on travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Cet univers, alors ce grand architecte de l'univers, ça peut être Dieu, le Dieu que les chrétiens, du triptyque chrétien, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ça peut être le Dieu que les Juifs vénèrent, Yahvé, et ça peut être le Dieu qu'on ne connaît pas, du déisme, hein, les gens qui croient en un Dieu, mais qui n'a rien à voir avec la religion. Bon. Tout ça, c'est le grand architecte de l'univers. Donc on ne te demande pas pour qui tu crois et comment tu crois, on te demande simplement de dire que tu penses qu'il y a une force supérieure à nous tous, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le grand architecte de l'univers. Le Grand Orient s'est opposé à ça. Il a donc été mis au banc de la franc-maçonnerie mondiale. Et il l'est toujours. Est-ce que le Grand Orient a fait des petits, en revanche, de l'autre sens, dans d'autres pays ou pas du tout? Non. Non. C'est un truc très français. C'est un truc très français, le Grand Orient. Alors, je voulais dire simplement, c'est que la Grande Loge de France, qui est une grande obédience, travaille selon les éléments que j'ai dit, grand architecte de l'univers. Ensuite, la Grande Loge nationale française. Alors pour elle, il n'y a pas de problème, c'est l'existence de Dieu. Là, il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu les tradis. Voilà. Et puis, il y a une Grande Loge féminine qui a un niveau d'excellence extraordinaire, qui est la Loge féminine française, qui travaille aussi à la gloire du grand architecte de l'univers, comme la Grande Loge de France. Et puis enfin, il y a une loge mixte, qui est le droit humain, qui travaille aussi à la gloire du grand architecte de l'univers.
Voilà. Et dans le Grand Orient, il y a aussi du mixte ou Oui, maintenant, il y a des loges mixtes dans le Grand Orient depuis peu de temps. Donc toi, ça fait combien de temps que tu es en Israël maintenant? Ça fait bientôt 12 ans. Bientôt 12 ans. Donc tu arrives en Israël. Tu ne retires pas ton collier de franc-maçon. Non. Comment est-ce que tu te retrouves toi, tu étais justement dans... J'étais à la Grande Loge de France. Grande Loge de France. Donc pour toi, c'est moins problématique d'arriver en Israël dans ces conditions-là? C'est-à-dire qu'en Israël, j'étais vu un petit peu, pas comme un extraterrestre par les autorités locales, parce que en Israël, c'est la Grande Loge d'Angleterre, pure et dure. C'est-à-dire, c'est la croyance en un Dieu révélé. Bon. Tandis qu'à la Grande Loge de France, on ne te demande pas comment tu crois en Dieu, on te demande simplement, comme je le disais, de croire à une force supérieure. Paris vaut bien une messe. Donc, je me suis dit, je vais rentrer dans les ordres. Dans les ordres, à la Grande Loge de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la grande obédience israélienne. Alors, il y a quelques loges françaises, la Grande Loge de France et du Grand Orient, mais ils sont deux pelés, trois tondus. Bon, donc j'allais pas aller là-bas, je voulais me retrouver en Israël. Voilà. Alors justement, maintenant, on va parler un petit peu de la franc-maçonnerie en Israël, oui. Qui a quelques particularités locales. Alors première chose, justement parce qu'on parle sur le thème judéo-maçonnique, c'est pas très répandu la franc-maçonnerie en Israël. Elle est inconnue. La franc-maçonnerie en Israël, les Israéliens ne connaissent pas la franc-maçonnerie, sauf les Européens qui ont soit vécu en Europe, qui sont venus ici. Donc en hébreu, je crois que c'était Boni Chofshi. Voilà, Aboni Chofshi. Et donc, pratiquement l'homme de la rue pense que c'est une secte. Vraiment, ici, il n'a aucune idée de ce que peut être la franc-maçonnerie en Israël. C'est très très flou. Voilà. Alors, la franc-maçonnerie en Israël, son origine, très simple. Avant qu'Israël ne devienne un pays indépendant, et qui était sous mandat turc et sous mandat britannique, il y avait des loges. Alors, tu parles de Turquie. Est-ce que dans la Turquie ottomane, il y avait des loges maçonniques? Oui, il y en avait. Voilà. Oui, il y avait des loges maçonniques. Il y avait des loges françaises. Il y avait des loges anglaises. Il y avait des loges égyptiennes et libanaises. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on va à Yafo et qu'on voit l'horloge, cette horloge a été faite par des ingénieurs qui faisaient toute partie d'une loge maçonnique qui était établie en Palestine. Donc en gros, lorsqu'on va à Yafo, qu'on voit la grande horloge au milieu de la place, c'est une œuvre maçonnique. Ok, on en apprend tous les jours. Voilà. Alors donc, pardon, décidément. Donc, lorsque l'État d'Israël a été créé, la Grande Loge de l'État d'Israël, qui a été intronisée par une autre Grande Loge, parce qu'on ne peut pas créer tout seul une Grande Loge, il faut qu'elle soit reconnue. Compte tenu des rapports mauvais qui existaient entre l'Angleterre et Israël, c'est l'Écosse, la Grande Loge d'Écosse, qui est venue ici en Israël pour installer la Grande Loge de l'État d'Israël à l'hôtel King David à Jérusalem. Et comme, évidemment, les gens étaient pauvres, tous les décors et tous les éléments de la Grande Loge, tous les bijoux, entre guillemets, les décorations, etc., ont été payés, offerts par la Grande Loge d'Écosse. Donc il y a un lien extrêmement étroit entre la Grande Loge d'Écosse et les loges israéliennes. Et le Premier ministre de l'époque, Moshe Charette, a été invité, et il est venu, bien entendu, à la création de la Grande Loge de l'État d'Israël en 1953. Alors, lorsqu'on a un petit peu discuté de ce sujet-là, il y a des choses qui sont très intéressantes sur le fonctionnement de la franc-maçonnerie en Israël, et qui d'ailleurs montrent très bien l'histoire de ce territoire. Oui. C'est comme une sorte de carte dans le temps de l'histoire de ce pays, les langues en particulier. Alors, les langues. Alors, bien entendu, la langue de base, c'est l'hébreu. Mais on parle le français, l'anglais, on parlait l'allemand, mais c'est fini, il n'y a plus d'allemand, donc la loge a cessé d'exister. L'espagnol, bien entendu, l'arabe, le russe maintenant, et le roumain. Et le turc.
Et le turc, bien entendu. Et le turc. Et le turc. C'est ça qui est intéressant, justement, sur... Il y a 2 loges turques. Sur cette succession... Qui sont très vivantes, d'ailleurs. Ah oui, justement, c'est la question qui était extrêmement posée. Vivantes. C'est est-ce qu'il y a des gens par exemple, l'ambassade de Turquie qui sont présents? Est-ce que l'on sait Non, mais enfin, disons des Juifs de Turquie qui... Oui, ce sont les Juifs de Turquie. Quand ils ont fait leur alia, ils ont créé une loge en turc. Et... C'est pas un héritage ottoman, c'est ça que je veux dire. Ça non. Ça, c'est pas l'héritage ottoman. Maintenant, ce que l'on peut dire aussi, c'est que les loges, nous avons une loge francophone. Pas 2, une. Nombreux à côté de Tel Aviv. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes ou pas? Oui. Il y a au moins 40-45 membres, ce qui est beaucoup pour une loge. Évidemment, nous recevons toutes les loges françaises. Y compris les cantoriens? Non. Uniquement la Grande Loge nationale française, qui est reconnue par la Grande Loge unie d'Angleterre, et alors des loges de toute la France qui viennent nous visiter. Alors, lorsque ces loges viennent justement rendre visite en Israël, est-ce que... Alors, on va revenir un petit peu à ce que tu disais au Temple de Salomon. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sentiment disant, voilà, on est un petit peu dans la racine de... Absolument. Quel est leur sentiment par rapport à ça? Ils sont très émus. D'abord, pour nous, ces Français qui viennent en Israël... Qui ne sont pas forcément juifs. Qui ne sont pas juifs, pour l'immense majorité d'entre eux. Ce sont des ambassadeurs extrêmement précieux. Parce que on peut dire ce que l'on veut, mais les francs-maçons, souvent, sont des hommes et des femmes d'influence. Peut-être pas une influence nationale, mais dans leur environnement, ils ont une certaine audience. Pourquoi ? Parce qu'on leur a appris d'abord à parler, on leur a appris à se remettre en question, et on a surtout appris à écouter l'autre. Ça, c'est important, à écouter ce que l'autre a à dire. Et donc, lorsqu'ils reviennent en France, qu'ils disent « Mais attendez, mais ce qu'on a vu là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous raconte sur France 2. C'est un autre monde. » Et pour nous, ce sont des ambassadeurs importants. N'oublions pas non plus que nous recevons des hommes politiques qui sont des francs-maçons. Il y en a un qui ne se cache pas, c'est Christophe Frassa, qui est un sénateur LR, qui est le secrétaire de la fraternelle maçonnique du Parlement. C'est quand même pas rien. Il ne se cache pas, là, pas du tout. Il ne se cache pas du tout. Il a eu un très très bel article récemment, je ne sais plus si c'était dans Le Monde ou dans Le Figaro, vraiment dithyrambique. Bon. Bien, lorsque des gens comme ça prennent la parole et qu'ils parlent au public, ce sont des amis. Ce sont des gens qui connaissent le problème et qui peuvent défendre la réalité d'Israël. Donc, nous jouons beaucoup là-dessus. Autre question, est-ce qu'il y a des loges chez les Palestiniens ? Non, ce n'est pas possible, puisque chez les Palestiniens, il ne peut pas y avoir de loges, puisque ce sont des dictatures. Il ne peut y avoir de loges que dans des démocraties. Sauf si les loges sont totalement cachées. C'est pas possible. C'est trop difficile. Juste une question, là je reviens un petit peu. À la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passait pour les loges ils étaient déportés, les francs-maçons étaient déportés dans des camps de concentration, exactement comme les autres. Dans une démocratie, la franc-maçonnerie ne peut pas exister, puisque le franc-maçon... Dans une dictature. Pardonne-moi. Dans une dictature, elle ne peut pas exister, puisque le franc-maçon est un homme libre, dans une loge libre, dans un pays libre. Voilà. On ne peut pas réfléchir librement si on n'est pas dans une démocratie. C'est impossible. Voilà. Donc on va revenir justement à Israël. Oui. Alors moi ce qui m'intéressait en particulier, c'est la manière dont vous communiquez entre les loges de langues différentes. C'est l'hébreu. C'est la langue... La langue véhiculaire, c'est l'hébreu. Et vous faites des travaux ensemble. Oui, on se reçoit. Et est-ce que le fait qu'il y ait la comparaison entre Israël et la France, en Israël, ça vient du monde entier. Oui. En France, c'est surtout des Français. Bien sûr. Au niveau des échanges, et là je parle simplement intellectuel, est-ce que le fait d'avoir des francs-maçons qui viennent du monde entier avec peut-être des visions différentes par rapport à ce que tu as connu en France, ça apporte quelque chose de très différent? Ça apporte quelque chose d'extrêmement important. Je vais prendre une image.
la lumière blanche que nous voyons nous apparaît blanche, transparente. Mais lorsque le soleil diffuse dans un prisme, il y a une diffraction de la lumière. C'est-à-dire qu'on voit l'ensemble des couleurs du prisme, du spectre. Eh bien, selon que tu es placé à tel endroit, tu verras du bleu. Selon que tu es placé à tel autre, tu verras du vert. Donc, il y a des vérités. Parce que la vérité universelle, nous ne pouvons pas l'atteindre. C'est impossible. Il y a des vérités que nous devons prendre en compte. C'est la synthèse de ces vérités qui est complexe. C'est ce que le franc-maçon essaie de faire. Et la grande richesse de la Grande Loge d'Israël, c'est ça. Ce sont des gens qui viennent un peu de partout, qui travaillent sur un rituel commun, mais qui ont leur background, qui ont leur culture, leur sensibilité, qui viennent de partout. Et c'est un grand profit. Aujourd'hui, le grand maître de la Grande Loge de l'État d'Israël est un Israélien chrétien arabe. Bon. Je crois qu'il est passé il n'y a pas très longtemps. Il y en a eu un autre, il y a 5-6 ans, qui était un homme très connu, qui était aussi un maronite, et son père avait déjà été grand maître de la Grande Loge de l'État d'Israël. Il n'y a pas de problème, je veux dire. Est-ce qu'il y a des rabbins qui sont également francs-maçons? Oui, bien sûr. Orthodoxes, libéraux? Non, orthodoxes, non. Non, pas possible. Mais des rabbins aux États-Unis, des rabbins, disons, conservateurs, conservative, ma sortie ici. Ou bien, c'est ça, ma sortie, ou bien réformés, bien sûr. Est-ce qu'il y a des rapports entre des rabbins justement orthodoxes ou la rabbanoute et la franc-maçonnerie? Ou est-ce qu'il y a une tension ou une ignorance? Il n'y a pas de tension, ils nous ignorent totalement, ils estiment que nous n'avons aucun intérêt, puisque leur centre d'occupation, c'est uniquement le cercle d'études dans lequel ils vivent, tout le reste ne les intéresse pas. Et question justement toujours par rapport au lien entre judaïsme et franc-maçonnerie, est-ce qu'il y a des apports justement quand on est franc-maçon et juif venant de la tradition juive à l'intérieur de la manière dont on étudie Totalement. Quelques exemples par exemple Totalement. Je vais prendre un exemple. Entre le premier, il faut comprendre comment est créé l'ensemble maçonnique. Il y a d'abord ce qu'on appelle les loges bleues. C'est l'obédience. Il y a des loges dans lesquelles il y a des apprentis, des compagnons et des maîtres. Bien. Quand on est compagnon, on est au 3e degré. Et puis, il y a ce qu'on appelle les loges rouges, qui sont les ateliers de perfection, du 4e au 33e degré. Du 4e au 14e degré, c'est ce que l'on appelle des loges salomoniennes. C'est-à-dire que tous les éléments, tous les paramètres du temple de Salomon sont étudiés au travers de la Bible. Josué, les explorateurs, les juges, l'ensemble tous les grands paramètres de la métaphysique juive sont pris en compte par les francs-maçons, mais de manière non religieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, au cours d'une initiation, tu vas être un juge, tu vas devoir juger. Et on te montre à quel point juger est difficile. Et une autre fois, tu seras l'accusé. Et on va te montrer à quel point ce que tu peux faire fait du mal. Donc, on veut, dans ces ateliers supérieurs, montrer à quel point l'enseignement, c'est pas simplement l'enseignement des outils, etc., et des symboles, c'est que dans notre vie quotidienne, nous devons acquérir des réflexes qui nous permettent de ne pas juger vite. Nous devons prendre notre temps. Donc, voilà un petit peu les grands domaines. Alors, ta question, si je me souviens bien, c'était comment... Le côté juif... Comment le judaïsme intervient dans la franc-maçonnerie? Toute la Bible juive, dans son ensemble, est représentée dans toutes les initiations jusqu'au 14e degré. Après le 14e degré, du 18e au 30e, là, c'est l'apport christique qui intervient. Je parle en Europe.
Et en Israël, comment ça se passe? Alors en Israël, il y a un degré où il est difficile de se mettre à la place, disons, des chevaliers chrétiens, pour un tas de raisons. Je ne vais pas le dire. Donc ici, voilà. Donc ici, en Israël, on a modifié le rituel pour l'adapter à la réalité israélienne, à la réalité juive. Mais en dehors de ce degré particulier, dans des Golani, à partir, voilà, le reste est identique, bien entendu. Et alors, les degrés qui passent du 30e au 33e sont des degrés purement administratifs. Okay. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la franc-maçonnerie en Israël. Je te remercie beaucoup de représenter. Justement, c'était intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne, son importance ou son manque d'importance. Toi, tu aimerais bien que ce soit plus Oui, plus parce important. que je pense que ça peut apporter beaucoup à des gens jeunes, surtout de se remettre en question en permanence. Est-ce que ce que je dis, ça tient debout ? Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, oui. J'espère qu'aujourd'hui, ce que l'on a dit tenait debout. Très intéressant. C'était plus pour découvrir un petit peu comment ça se passe en Israël et d'ailleurs même en France et en Europe, la manière dont ça a été importé ici. Puis c'est également intéressant de voir comment la franc-maçonnerie a également fait son alia d'une certaine manière et comment elle s'est intégrée dans cet environnement et avec toutes ses composantes, également chrétiennes, comme tu disais. Il y a des musulmans également. Bien sûr, il y a des loges. Il y a des loges qui travaillent en arabe. Hein. Voilà, donc deux loges en arabe, 2 loges en turc, russe, hébreu, tout le monde l'hébreu qui est la langue commune. Merci beaucoup Robert. Je t'en prie on avait souvent discuté de ce sujet et ça m'intriguait d'en savoir un petit peu plus. On a dit on va garder un petit peu tout ça pour cette émission qui était plutôt un tête-à-tête pour une fois n'est pas coutume. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine émission de Pas d'amalgame. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.